Au sommaire de cette édition, le révérend Dr Kwame Nyepe Marius a été investi pour un nouveau mandat à la présidence de l'Église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. La conférence apostolique et pastorale AFI organise ce FON du 18 au 21 octobre. Au Sénégal, des start-up au service de l'agriculture. En Tunisie, un festival pour promouvoir la grenade. Ailleurs dans le monde, Ban Ki-moon déçu par la faible mobilisation pour Haïti. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de rester toujours connectés sur la chaîne qui bénit. Débutons ce point de l'actualité. En religion, le révérend Dr Kwame Nyepe Marius a été investi pour un nouveau mandat à la présidence de l'Église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. La cérémonie spéciale s'est déroulée le samedi 5 octobre dernier à l'église Foursquare de Yopougon-Sidessi. De nombreux pasteurs et pères de l'Église en Côte d'Ivoire ont fait le déplacement pour l'investiture du révérend docteur Kwame Nyepe Marius. Le peuple également venu nombreux à célébrer Dieu pour la vie de cet infatigable ouvrier de Jésus-Christ, désigné à la tête de l'Église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. L'orateur du jour, le révérend Ola, se basant sur le livre de 2 Samuel, le chapitre 5, a exhorté le peuple à faire bloc autour de son chef, comme le peuple d'Israël le fit avec le roi David. Je me soumets à toi, pas parce que je t'aime. Je me soumets à toi parce que je sais que c'est toi qui vas m'amener dans ma destination. Je ne marcherai pas avec toi, mais je serai lié à toi. Alléluia. Son père disait à David, nous serons liés avec toi. C'est vrai qu'on ne vient pas de même background. Toi, David, tu es Juda. Moi, je suis de Benjamin, je suis de Lévi, je suis d'Ephraïm. Mais je vais mettre de côté. Je vais mettre de côté mon identité, mais je vais m'accrocher à ton identité. Et je sais que ça ne sera pas toi qui sera honoré, ça ne sera pas moi qui sera honoré, c'est nous tous qui serons honorés. À genoux, le révérend Nyepe Marius a ensuite prêté serment devant le peuple de Dieu et devant le révérend Dag Lucero de Foursquare France et le docteur Yahi Robert Dion de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission. Ces serviteurs de Dieu ont intercédé sur la vie du révérend Nyepe Marius avant de l'investir officiellement comme président de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. À la tête de l'église Foursquare depuis plus d'une décennie, le révérend Nyepe Marius a œuvré à l'expansion du champ de mission en développant le patrimoine de l'Église. Ses premiers mots ont été des remerciements, tout en rappelant les objectifs de ce nouveau quinquennat. À tous les autres présidents qui sont là et qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de prendre part à cette cérémonie, je voudrais du fond de mon cœur vous dire merci. Il nous reste 5 régions dans lesquelles nous ne sommes pas encore. Nous allons mettre à profit, je dirais, cette année et celle qui suit pour que des implantations soient faites dans ces 5 régions qui restent pour que l'œuvre de l'évangélisation et la mission de toucher ces différentes régions, je dirais, soit faite. Cette cérémonie d'investiture marquait aussi la rentrée pastorale de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. La conférence apostolique et pastorale AFI organise sa première édition en Afrique francophone du 18 au 21 octobre 2016 à Abidjan. Suivez le compte rendu de la première journée. C'est dans l'adoration que les pasteurs et serviteurs de Dieu se sont présentés devant l'Éternel pour l'ouverture de la conférence apostolique et pastorale AFI. Pour cette première édition en Afrique francophone, d'éminents serviteurs de Dieu sont venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde pour communier en Jésus-Christ en dehors des dénominations. Le révérend Dieudonné Ngobi, le PCO, et l'apôtre Juan René, président de l'église de réveil international de Côte d'Ivoire, ont dit les mots de bienvenue avant les 2 interventions du jour. L'apôtre Giovanni Tretino, coordonnateur international de l'AFI, a appelé le corps du Christ à l'union de l'Esprit pour atteindre ensemble le but de l'Église. À sa suite, l'apôtre Ernesto Brecher, venu d'Italie, a exhorté les hommes de Dieu à viser le résultat qualitatif et non seulement quantitatif. Le problème de beaucoup
c'est qu'ils font des croyants, des religieux qui chantent, qui dansent, qui crient Alléluia, mais qui ne sont pas des disciples. Et encore un dernier point que je conclue. Qu'est-ce qu'un formateur? Le problème est que beaucoup de pasteurs ne sont que des prédicateurs. Des prédicateurs qui arrivent à encourager la foule à aller encore en avant une semaine avec le Seigneur. Courage, et foi dans le Seigneur, ne vous découragez pas, Jésus est avec vous, il vous aime, etc. Mais ceci n'est pas encore être des formateurs. Tous les ministères sont nécessaires pour former de bons disciples. Mais chaque ministère doit être lui-même. Oh, écoutez-moi bien là. L'Apostolic Fellowship International ou Conférence apostolique et pastorale AFI permet ainsi une plateforme d'échange et d'enseignement entre serviteurs de Dieu du monde entier. Ces partages d'expériences sont bénéfiques pour l'expansion de l'œuvre selon les participants. Et quelque chose m'a beaucoup impressionné, c'est que nous avions des membres et non des disciples aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Alors quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, la première église fabriquait des disciples et non des membres. Quand on voit un disciple du Seigneur, il doit vivre sa vie loin de toute forme de corruption, le vol, le mensonge, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le disciple de Dieu doit pouvoir incarner même la parole même de Dieu. Nous sommes sous l'autorité de notre patron, Jésus-Christ. Nous devons le respecter, nous devons faire tout ce qu'il nous a recommandé de le faire afin que nous soyons parfaits dans toutes les choses que nous devons faire. Comme à l'entame, c'est par la prière également que les hommes de Dieu ont mis fin à cette première journée de l'AFI. Débutons l'actualité africaine en Guinée. L'ex-chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara a démissionné du FPDD, le parti sous la bannière duquel il s'est présenté à la dernière présidentielle. Nouveau revers dans la carrière politique de l'ex-président de la junte militaire en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Camara annonce sa démission de la tête du Front patriotique pour la démocratie et le développement. Une formation politique qu'il a décidé de représenter à la dernière élection présidentielle d'octobre 2015. S'expliquant sur le motif de cette décision, Dadis Camara évoque des raisons personnelles, mais au sein du parti, c'est la surprise totale. Depuis un certain temps, il y avait un silence qui ne disait pas son nom, parce qu'on ne savait pas à quoi se vouer, surtout quand il m'a fait comprendre qu'en parlant du parti, n'est-ce pas, en son nom, ça pouvait le nuire. C'était déjà les prémices de la démission il y a quelques mois. Le Front patriotique pour la démocratie et le développement, FPDD, prépare activement les prochaines élections locales. Moussa Dadis Camara, inculpé dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009, devait conduire ce processus à la tête du parti. Pour des analystes, cette décision était attendue puisque la pression de la communauté internationale sur les enquêtes de ces douloureux événements se fait de plus en plus forte. On est dans un cas atypique où lui, il est inculpé dans une affaire, même si inculpation ne veut pas dire culpabilité, mais lui-même, il a besoin que justice soit faite dans la mesure où il a été à son tour victime. Donc ça devient ainsi un paradoxe où il se sent dans le collimateur de la justice en amont, mais il voudrait également que des personnes qui ont attenté à sa propre vie puissent en tout cas répondre de leurs agissements. Au mois d'août 2015, le capitaine Moussa Dadis Camara s'est présenté officiellement à l'élection présidentielle de la même année. Quelques semaines plus tard, il est inculpé par la commission d'enquête sur les massacres du 28 septembre 2009. Depuis, les choses sont allées assez vite et aujourd'hui, son ex-parti doit se repositionner avec un nouveau leader. Le secteur technologique occupe une place de choix en Afrique. Au Sénégal, les initiatives destinées à booster l'entrepreneuriat agricole connaissent un boom des startups au service de l'agriculture. Le secteur technologique occupe une place de choix en Afrique. Au Sénégal, l'écosystème entrepreneurial gagne en maturité avec la montée en puissance d'initiatives destinées à booster des entrepreneurs. Des startups sont créées dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'informatique, l'éducation, la santé et les énergies renouvelables. Pour les acteurs, l'heure est à la croissance. C'est le cas de Mlouma, créé il y a 3 ans.
Cette plateforme de e-commerce pour les agriculteurs a pour but de répondre à un besoin croissant de formation des paysans sénégalais. Mlumo, c'est un projet aujourd'hui qui consiste à connecter directement les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles. Donc c'est une plateforme qui utilise plusieurs canaux pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir nous envoyer leurs récoltes et qu'on met dans une plateforme web et que les gens pourront consulter pour le contacter et faire les achats des produits agricoles. Aujourd'hui, ces acteurs semblent avoir trouvé des alternatives locales efficaces. De jeunes entrepreneurs sénégalais écrivent aujourd'hui un scénario révolutionnaire apte à proposer des modèles de développement durable. De cet écosystème jaillissent des solutions à haut niveau technologique. Dans un premier temps, ça peut être par exemple de l'utopie, mais maintenant de plus en plus, il y a des jeunes qui créent des projets innovants et qui montrent aussi l'impact. C'est-à-dire qu'à travers ces projets-là, ces agriculteurs ont des revenus ou bien arrivent à écouler leurs produits par exemple, ou bien arrivent à avoir accès à l'information sur le prix des produits. Et donc ils comprennent l'impact de la technologie, la facilité qu'ils ont aujourd'hui d'avoir accès à l'information. Donc de plus en plus, c'est eux-mêmes qui font appel à nous par exemple pour certains avoir des services dans le domaine de la technologie. Au Sénégal, depuis 2010, de nombreuses startups se créent et meurent, faute de soutien financier et aussi à cause de la pression fiscale. Cependant, il est difficile de donner leur nombre exact. Selon le fichier des impôts, à peine une vingtaine d'entre elles opèrent de manière formelle. Un festival consacré à la grenade a été lancé à Testour, au nord de la Tunisie. Les producteurs de cette ville entendent ainsi promouvoir le potentiel économique de ce fruit. Afin de promouvoir le potentiel économique de la grenade, les producteurs de la ville de Testour, au nord de la Tunisie, se sont mis ensemble pour la première édition du festival consacré à ce fruit. La grenade est le troisième produit phare de l'agriculture tunisienne derrière l'huile d'olive et les dattes. Les producteurs souhaitent créer un label unique de qualité et réduire l'écart qui les sépare des principaux pays exportateurs que sont l'Espagne, la Turquie et Israël. Avec ce festival, on veut essayer d'élargir notre production et nos perspectives de commercialisation à l'export. La culture de la grenade ici, c'est un horizon prometteur si on parvient à travailler convenablement sur le projet en s'appuyant notamment sur l'expansion des superficies de production. De nombreuses difficultés doivent encore être surmontées par les producteurs tunisiens pour accroître les exportations de la grenade. Nous faisons face à des difficultés administratives pour acheminer l'eau. On attend beaucoup avant d'obtenir une subvention. Enfin, pour développer l'exportation, nous avons besoin de mettre en place un circuit unique de collecte avec un prix standard aligné sur les cours du marché international. La Tunisie exploite environ 23 000 hectares pour la culture de la grenade. Sa production est passée de 1500 tonnes en 2012 à plus de 80 000 tonnes l'année dernière, dont 4 500 écoulées à l'étranger, principalement en Libye, en France, en Russie et dans les pays du Golfe. Mais l'Europe reste le marché le plus prometteur où la grenade est recherchée pour ses bienfaits. Riche en vitamine C et en antioxydants, elle lutte contre le vieillissement des cellules, l'hypertension artérielle et les infections de la peau, entre autres. Faisons un tour à Kigali, au Rwanda. La réunion internationale sur le climat a abouti à l'interdiction des hydrofluorocarbures. Cette décision historique intervient un an après l'accord de Paris. La réunion internationale sur le climat de Kigali valide l'interdiction des hydrofluorocarbures. Les hydrofluorocarbures sont des gaz à effet de serre qui sont notamment utilisés dans les climatiseurs. La décision intervient un an après l'accord de Paris et à un mois de la prochaine conférence annuelle sur le climat qui aura lieu à Marrakech. Nous avons réussi, nous avons obtenu ce que nous étions venus chercher, se réjouit ce responsable d'une ONG canadienne. Après Paris et à un mois de Marrakech, cet accord historique va renforcer le mouvement et nous aurons vraiment une chance de faire face au changement climatique. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement parle d'un accord historique.
Selon une étude publiée en 2015, l'élimination des hydrofluorocarbures pourrait réduire d'0,5% le réchauffement de la planète d'ici 2100. L'accord de Kigali prévoit que les pays développés réduisent de 10% leur utilisation de ces gaz d'ici 2019. Un autre accord a été conclu ce dimanche, mais cette fois entre les dirigeants des BRICS qui étaient réunis à un sommet en Inde. Ici, il s'agissait de coopération économique. Les dirigeants indiens, brésiliens, russes, chinois et sud-africains, ceux que l'on appelle les BRICS, ont conclu dimanche en Inde un sommet pendant lequel ils ont en particulier abordé la lutte contre le terrorisme et les dossiers économiques. Seule l'Inde continue à afficher une croissance importante. En revanche, la Russie et le Brésil sont en récession, l'Afrique du Sud est en passe de l'être et l'économie chinoise connaît un fort ralentissement. La reprise économique au niveau mondial demeure fragile, a observé le président chinois. Le commerce et les investissements ont plongé, les prix des commodités fluctuent, les problèmes sous-jacents à la crise financière n'ont pas été résolus. La ministre des Affaires étrangères birmane, Aung San Suu Kyi, est arrivée dimanche à Benolim pour des entretiens bilatéraux avec les dirigeants présents, au moins certains d'entre eux. L'actuel secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit déçu par la réponse de la communauté internationale devant les dégâts causés par l'ouragan Matthew en Haïti. Sur place, le bilan fait état de plus de 500 morts. Ban Ki-moon est déçu par la faible réponse de la communauté internationale devant la dévastation absolue causée par l'ouragan Matthew en Haïti. Le secrétaire général de l'ONU a effectué une courte visite en Haïti où le bilan fait état de plus de 500 morts et le manque d'eau potable a provoqué une recrudescence de choléra. Nous allons mobiliser des ressources, dit Ban Ki-moon, et du soutien médical pour, avant toute chose, faire barrage à l'épidémie de choléra et pour secourir les familles des victimes. Peu après le début de la visite de Ban Ki-moon, un camion d'aide humanitaire a été pris d'assaut par une centaine de personnes. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. L'incident s'est déroulé au quai, la troisième ville du pays qui a particulièrement été touchée par l'ouragan. Les quais se trouvent dans le sud de Haïti, là où la population est parfois exaspérée de n'avoir reçu aucune aide, ni alimentaire, ni médicale. Au Yémen, c'est la guerre qui provoque la mort et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen demande un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Un cessez-le-feu immédiat et sans condition, c'est le vœu exprimé dimanche à Londres par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, pays en proie depuis 1 an et demi à une guerre civile qui a fait près de 6900 morts. Tout le monde soutient cette idée, a-t-il affirmé, après avoir rencontré les représentants des gouvernements américains, britanniques, saoudiens et émiratis. C'est devenu très urgent pour la population de cesser les hostilités quand on voit les événements dramatiques de la semaine dernière. L'envoyé spécial onusien fait référence au raid aérien mené samedi 8 octobre par la coalition menée par l'Arabie Saoudite et soutenue par les États-Unis sur une cérémonie funéraire à Sanaa qui a fait 140 morts et 525 blessés. Les rebelles chiites contrôlent la capitale Sanaa et des régions de l'ouest, du centre et du nord, tandis que les forces loyalistes ont reconquis des zones du sud. Le gouvernement portugais va présenter un projet de budget 2017 marqué par un impôt sur les patrimoines immobiliers des contribuables fortunés afin de financer son système de retraite. Alléger la charge fiscale pesant sur les salaires et augmenter les impôts indirects, le Portugal cherche à rassurer sur sa discipline budgétaire et présente un projet de budget 2017 marqué par la rigueur. Parmi les mesures phares, un impôt sur le patrimoine immobilier des contribuables fortunés afin de financer le système de retraite. Ce ne sera pas un impôt à payer sur les dépenses de 2017, dit le Premier ministre, ni sur les dépenses d'aujourd'hui. Non, ce sera un impôt sur le capital pour soutenir, sécuriser et améliorer la confiance que nous devons tous avoir dans notre système de sécurité sociale.
Cet impôt sera prélevé sur les patrimoines immobiliers d'une valeur fiscale atteignant le seuil de 600 000 € et aura un taux de 0,3%. La recette de cette taxe est estimée à 170 millions d'euros par an. Le projet est vivement critiqué par le secteur immobilier qui redoute un coup de frein sur l'investissement étranger attiré par des exonérations fiscales. Le Portugal répond à l'appel de l'OMS et présente une taxe sur les sodas pour financer le système de santé publique. Pour faire passer ces mesures et l'ensemble du budget, le gouvernement socialiste minoritaire au Parlement dépendra des voix de ses alliés anti-austérité, le Bloc de gauche et le Parti communiste, tous deux eurosceptiques. Pour contourner le Brexit, des centaines de Juifs britanniques, dont les ancêtres, ont été privés par les nazis de leur citoyenneté. Entre 1933 et 1945, ont décidé de la récupérer pour accéder au marché européen. C'est l'une des conséquences insolites du Brexit. L'ambassade d'Allemagne à Londres reçoit de plus en plus de demandes de nationalité. Des centaines de Juifs britanniques, dont les ancêtres ont été privés par les nazis de leur citoyenneté entre 1933 et 1945, ont le droit désormais de la récupérer et garder aussi le droit d'accéder au marché européen. Après le Brexit, j'ai réalisé que ce serait une grande perte. Il se peut que ma famille et moi ne pourrons pas vivre et travailler dans les 27 pays d'Europe. Et étant donné que je n'ai pas à abandonner ma nationalité britannique, je n'ai pas à vivre obligatoirement en Allemagne ni à apprendre l'allemand, j'ai donc tout à gagner. Et alors j'ai plus intérêt à dire au revoir à la Grande-Bretagne et bonjour à l'Europe. Selon l'association des réfugiés juifs, près de 5000 victimes de l'ère nazie vivent toujours ici. Avant 1939, 70 000 Juifs d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie ont fui au Royaume-Uni, comme l'ancêtre de Ben Lewis. J'ai beaucoup de motivation pour demander la nationalité allemande. Je pense beaucoup à mon enfant. Je veux qu'il ait dans la vie les mêmes avantages que j'ai eus, être capable d'évoluer sur le terrain de jeu européen. J'ai travaillé dans toute l'Europe. J'adore Berlin. Je m'imagine habiter là-bas. Ça arrivera peut-être bientôt. Et je veux juste avoir une position ferme, documentée, quelque chose de gravé dans le marbre que j'oppose au Brexit. Alors que certains descendants de ces juifs spoliés n'y avaient jamais pensé, le Brexit a été une prise de conscience, leur donnant l'envie aussi de reprendre ce que les nazis leur ont enlevé. Autre conséquence du Brexit, ce sont les inquiétudes sur le retour des inflations. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a déclaré que la banque tolérerait une légère inflation si cela était nécessaire. Le taux de change est important pour l'inflation. Les variations ont un impact sur l'inflation et cela a tendance à durer 2 ou 3 ans. Donc nous devons prendre en compte la politique monétaire. Nous prenons en compte tous les autres facteurs qui ont un effet sur l'inflation. Donc nous ne sommes pas indifférents au niveau que nous allons établir. On ne va pas déterminer un chiffre magique, mais cela a une certaine influence sur notre réflexion pour atteindre un juste équilibre. Lors de la période d'ajustement qui est en cours, il y a plusieurs éléments majeurs à considérer et ce que nous voulons tous, c'est de réussir. Les commentaires de Mark Carney ont été faits au cours d'une série de réunions publiques tenues par les responsables de la Banque d'Angleterre pour expliquer le travail de la Banque centrale. Ce que la Banque d'Angleterre a l'intention de faire exactement au sujet de l'inflation a été l'une des principales questions posées au cours des discussions économiques interactives à Birmingham. Ces commentaires ont été considérés comme un coup de pouce à la livre sterling qui a chuté d'environ 20% depuis le vote du Brexit en juin dernier. De nombreux analystes ont averti que la pression sur les ménages britanniques pourrait être considérable. Fait inhabituel, la première ministre britannique Theresa May a pris l'initiative la semaine dernière de mettre en évidence les mauvais effets secondaires pour les épargnants des taux proches de zéro de la Banque d'Angleterre. Elle a également déclaré que des changements étaient à venir. Menacé d'extinction, il y a quelques décennies, le porc basque Kiotoa a été sauvé par quelques éleveurs des adultes. Le porc basque a même obtenu l'appellation d'origine contrôlée AOC. Michel est aux petits soins pour ses cochons.
Aux confins du Pays Basque, au cœur des Aldudes, ils s'ébattent et profitent du climat. Ces porcs à tête et cul noir sont la fierté de Michel. Cette race d'origine basque, appelée Quintoa, vient d'obtenir cette année son appellation d'origine contrôlée. Dans le cahier des charges, c'est des chargements limités, donc 35 par hectare, et pas plus de 40 par lot. Voilà. Il faut l'élever minimum pendant 12 mois, ça c'est très important. C'est une race locale, une race qui n'est pas croisée. Donc une race pure. Un cahier des charges strict pour préserver une race qui a failli disparaître. Il y a 30 ans, il ne restait que 25 truies et 2 verras encore en vie. L'animal était oublié du patrimoine local et c'est grâce à cet homme que l'élevage a pu reprendre. Le porc basque, c'est le temps. On fait un porc de 160 kg, il faut 14-15 mois, alors qu'avec un porc conventionnel, en 7-8 mois, on arrive à faire le même poids. Et on n'a pas su faire la différence qualité-prix. Et c'est pour ça que ce porc, il a disparu complètement en peu de temps. Aujourd'hui, après 30 ans d'efforts, environ 3000 porcelets naissent chaque année. Ce cochon se nourrit de céréales produites localement, d'herbes et de châtaignes qu'il trouve dans ses prairies. De quoi donner une saveur particulière à la viande. Des jambons d'exception grâce à ce séchoir unique installé au cœur de la vallée où souffle un vent humide venu du sud. Ici, il n'y a aucun moteur, on travaille avec l'air extérieur. Quand on est à plus de 80 d'hydrométrie, 85, on ferme les volets. Voilà. Et c'est grâce à ce climat qu'on a ici qu'on arrive à avoir le séchage de ce jambon qui est typique d'ici. Après au moins 16 mois d'affinage, le jambon peut enfin être vendu. Un produit rare qui a un coût pas moins de 50 € le kilo. Avec sa saveur boisée et sa chair très parfumée, le jambon Quintoa a su séduire de nombreux chefs et des palais exigeants, notamment de nombreux Japonais très friands de cette charcuterie made in Pays Basque. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Béni TV.